Que vais-je choisir? Se demanda-t-il plus tard, seul dans la chambre où il avait déjà commencé à se sentir chez lui. Nous donnons des noms aux choses, imagina-t-il Eric te dire, puis nous pensons que cela nous donne le droit de les posséder. La marche l'avait épuisé. Ses flancs étaient couverts de bleu, ses mains et ses bras le picotaient, et les sensations qui lui parvenaient de ses pieds et de ses jambes étaient interrompues, irrégulières. Ça allait et venait par vagues, chaque fois un peu plus forte. Que vais-je choisir? Se demanda-t-il de nouveau, et il songea à Rasmus, qui n'avait pas exactement menti, mais qui était très loin de lui avoir dit toute la vérité. Il pensa aux gardiens, à l'exclusivité de leur raison d'être, et à l'insouciance presque frivole qu'il avait rencontrée chez Manori, à la manière dont il semblait prêt à pardonner presque tout pour rallier une personne de plus, si personne était toujours le bon mot, à leur cause. Il songea à Ricteux, et à sa manière de s'extraire du problème, le type de vie solitaire qu'il semblait mener au bord du monde, une vie marquée par un profond détachement. Pourrait-il lui-même s'accommoder d'une telle vie? Puis il se souvint du technicien, de l'expression de terreur dans son regard lorsqu'il allait l'étrangler, presque sans s'en rendre compte. Il revit les dizaines de personnes qui entouraient Rasmus, sales et pâles et mal nourries, toutes ayant dépassé la quarantaine, orphelines d'une génération entière de descendants, sinon de deux. Il pensa à Kanik, en paix avec lui-même, et embrassant pleinement son rôle de mule, impassible, à la fois inébranlable, et à Katik, moins ancré dans ses croyances, un peu plus acerbe, envahi déjà par le doute, et à la promesse qu'il avait faite à Katik avant sa mort. Il contempla de nouveau son propre sort, la disparition de son passé, dont les traces s'étaient perdues dans les profondeurs congelées de son cerveau lorsqu'il avait été stocké, à moins qu'elle n'ait disparu autrement. Qu'avait-il été? Avait-il vraiment été un homme de main? Ou n'était-ce qu'un mensonge de plus de Rasmus? Avait-il été un honnête homme? Ou un vaurien? Qu'ai-je été? Se demanda-t-il, avant de se rendre compte que non, ce n'était pas la bonne question. La question n'était pas de savoir quelle personne il avait été, mais la personne qu'il deviendrait à présent. Cette question n'appelait pourtant aucune réponse immédiate. Des jours s'écoulèrent. D'abord, il s'inquiéta obsessionnellement de sa maladie, se demandant quand il perdrait toute perception, toute sensation. Mais bientôt ses jambes fonctionnèrent de nouveau, complètement. Il marchait sans montrer aucun signe d'avoir été malade, d'avoir été promis à une mort probable, comme s'il n'avait jamais eu la moindre affliction. Ricteux testait ses réflexes, lui demandait comment il se sentait, l'aidait s'il en émettait la demande, mais autrement le laissait seul. Certains jours, Orcaille restait à la maison, choisissait un des livres empilés dans la salle de bain, engageait un débat cordial avec Ricteux si celui-ci était dans les parages. D'autres jours, il errait dans le voisinage, explorait des maisons vides et à moitié effondrées, contemplait des photos de famille aux couleurs effacées, s'arrêtait devant des tas d'eau recroquevillés dans des coins de cave. Certaines maisons étaient impénétrables, complètement anéanties, ou tellement décrépites qu'il préférait ne pas s'y risquer. Dans d'autres, en revanche, quelques pièces étaient relativement intactes. Ici et là, une clôture s'érigeait encore, mais était aplatie quelques mètres plus loin, sans rien qui indiquait pourquoi elle était tombée à un endroit, mais se dressait encore à un autre. C'était comme si le collapse, à moins que ce ne soit simplement collapse, avait été arbitraire et inconsistant, imprédictible. D'autres fois, ses pas le menaient immanquablement vers la maison qui contenait le réservoir de stockage. Il retirait les planches de la palissade et s'engouffrait dans l'ouverture, descendait dans la cave bruyante et observait à travers le couvercle le cylindre marqué de lettres rouges. Il restait planté là, à le fixer, ses doigts caressant parfois l'interrupteur. Mais au bout du compte, il finissait toujours par remonter les escaliers sans avoir rien fait. Parfois, en sortant, il rencontrait Ricteux dans le jardin, comme si celui-ci l'avait suivi. Il examinait Orcaille d'un œil interrogateur, et celui-ci secouait la tête. Alors Ricteux souriait juste un peu, et reculait jusqu'à l'ouverture de la palissade où il s'engouffrait, avant de disparaître.
Il se rendit compte que les choses auraient pu continuer des années de la sorte. Il aurait vieilli lentement en explorant le quartier, en lisant, en observant les signes de la vie reprenant son cours, en déambulant dans les alentours. Et de temps en temps, de moins en moins souvent, il aurait traversé le fossé d'irrigation avec l'intention de plonger son regard dans le réservoir de stockage. Mais au bout de 4 ou 5 mois, survint un événement qui bouleversa tout. Il s'était aventuré à quelques rues de la maison, en suivant dans les méandres du cours d'eau les variations de couleur de la mousse, ici plus dense et plus verte, presque absente à d'autres endroits, mais se répandant timidement et commençant à reprendre de l'épaisseur. Il s'était agenouillé, le visage à quelques centimètres de l'eau, quand il entendit un bruit. D'abord il crut que c'était Richteux, probablement en train d'explorer les alentours tout comme lui. Mais bientôt, il entendit une voix. « Quelque part dans les parages !» fit la voix. L'espace d'un instant, il pensa que ce devait être Richteux qui parlait tout seul, même si son hôte ne semblait pas en avoir l'habitude. Mais quelque chose clochait dans cette voix, lui donnait des raisons de s'inquiéter. Puis il entendit une autre voix. Elle disait « Passe-moi la carte !» Il se mit debout, jeta précautionneusement un œil par-dessus les restes du muret de parpaing. Là, juste de l'autre côté, au milieu de la chaussée, se tenaient 2 silhouettes en combinaison de sûreté noire, fusils suspendus à l'épaule. Ils se penchaient tous deux sur une carte. « Non, non, non !» dit le second en pointant son doigt sur la carte. « Regarde, on a tourné ici. On aurait dû tourner là. C'est par là !» dit-il en indiquant la maison de Richteux. « En es-tu sûr ? Sûr ?» lui rétorqua le second qui avait tourné sa visière vers son compagnon. « Non, mais je suis certain qu'on est au mauvais endroit. Si t'as une meilleure idée, je suis tout oui. » Le premier en grommelant plia la carte, et ils s'éloignèrent. Orcaille s'enfuit rapidement le long du ruisselet jusqu'à la maison, traversa la palissade et rentra par la porte de derrière. « Richteux !» appela-t-il. « Richteux !»« Qu'est-ce qu'il y a ?» lui répondit Richteux depuis le séjour. « Ils arrivent, ils sont presque là !»« Je sais. » Et en effet, en pénétrant dans le salon, il rencontra Richteux déjà armé, un pistolet dans un étui passé sous le bras et un fusil à canon scié dans les mains. Il se tenait près de la fenêtre qu'il avait entr'ouverte. « Serre-toi !» dit-il sans se retourner, et en faisant signe vers le buffet couvert d'armes. Orcaille serrait nerveusement son fusil, juste derrière Richteux. Ils aperçurent les 2 hommes en combinaison, bien avant que ceux-ci ne déterminent quelle était la maison qu'ils cherchaient, alors qu'ils se tenaient encore au milieu de la chaussée, à gesticuler de nouveau au-dessus de leur carte. Puis l'un d'eux pointa directement vers leur porte. Tous 2 se dirigèrent vers la maison, prirent nonchalamment leurs fusils en main. Avant qu'ils n'aient pu traverser la moitié du jardin, Richteux cria « N'approchez pas plus près !» Les 2 hommes se figèrent. Le soleil se réverbérait sur leurs visières, masquant l'expression de leurs visages. Orcaille se demanda si lui et Richteux étaient eux aussi invisibles. « Repassez vos fusils sur l'épaule !» dit Richteux. « Ou jetez-les à terre. Les 2 me vont. » Les 2 visières se regardèrent, puis chacun passa son fusil sur l'épaule. Ils levèrent leurs mains en l'air. « N'ayez aucune crainte !» dit l'un. « Nous venons en amis !» ajouta l'autre. « Ce serait bien la première fois !» fit Richteux dans sa barbe. « Qui vous envoie ?» leur cria-t-il. « Qui nous envoie ?» rétorqua le premier. « C'est justement ce que nous nous apprêtions à vous dire !» continua le second. Puis il y eut un silence si prolongé que Orcaille se demanda s'ils attendaient une réponse quelconque de leur part. Richteux, en tout cas, ne leur en fournit aucune. « Nous savons à quel point vous êtes sérieux dans vos affaires !» fit l'un d'eux en plaquant sa main gantée contre son cœur en signe de sincérité. « Nous savons à quel point vous chérissez votre vie privée. Et croyez-nous, c'est bien la dernière chose à laquelle nous voudrions jamais porter atteinte. Et pourtant, continua l'autre, nous voici. Si nous sommes là, c'est que ça doit être important. Si nous sommes prêts à courir le risque de venir ici après toutes ces années pour que vous nous mettiez en joue, ça doit effectivement être très important. »« Vous ne m'avez pas dit qui vous envoyait, » insista Richteux. « Chaque chose en son temps, » répondit la silhouette de gauche. « Chaque chose en son temps. Nous devons vous le dire à notre manière.
ajouta celui à droite. Dites-le dans ce cas, fit Ricteux. Ça nous aiderait, dit Gauche, de savoir à qui nous nous adressons. Pourriez-vous nous donner votre nom? Pas de nom, répondit Ricteux. Jamais, aucun nom. Aucune raison de s'inquiéter, dit Droite. Nous vous connaissons depuis si longtemps. Et pourtant, nous ne savons pas comment vous appeler. Je préfère que les choses restent ainsi. Très bien, d'accord, répondit Gauche en agitant la main. Nous sommes entre amis, n'est-ce pas, monsieur? Qui vous envoie? Demanda Ricteux de nouveau. Qui nous envoie? Répliqua Gauche. C'est encore nous. Il n'y a que notre groupe qui vous rend visite. À moins qu'il en existe un autre dont nous n'avons pas connaissance. Si je me souviens bien, leur répondit-il, je vous ai dit la dernière fois de partir et de ne jamais revenir. Quelque chose dans le genre, en effet, admit Droite. Et nous avions véritablement l'intention de respecter votre souhait. Nous l'avons respecté, en fait, pendant de nombreuses années. Pendant combien d'années, Oleg? Demanda-t-il, s'étant tourné vers l'autre. 5 ans? 6? Et merde, pensa Orcaille. Néanmoins, il était soulagé, rassuré d'apprendre que ce n'était pas Katik et Kanik qui étaient revenus d'entre les morts. Plutôt 5 ans, Olaf, lui répondit Oleg, avant de se tourner vers Ricteux. Vous voyez, appeler quelqu'un par son nom ne nuit à personne. Olaf et moi le faisons tout le temps. On va dire 5 alors, continua Olaf. Vous ne pouvez pas le nier. Ça fait longtemps, presque une éternité. Et comme je l'ai dit, nous n'aurions pas pris la peine de venir après tant d'années si nous n'avions pas désespérément besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide, dit Oleg. De quel type d'assistance avez-vous besoin? Demanda Ricteux. De nourriture? C'est-à-dire que... lui répondit Olaf. On aime la nourriture. Personne ne refuserait de la nourriture. Mais il s'agit ici d'un problème plus pressant, concernant notre survie. Il y a une montagne, continua Oleg, tout en granit. Dans la montagne réside un groupe d'êtres comme vous. Comme moi? Dit Ricteux. Qu'est-ce que je suis selon vous? Vous savez, lui répondit Olaf. Chauve, plus ou moins résistant à tout, ce genre de choses. Des personnes très gentilles, je suis sûr, ajouta Oleg. Tout comme vous devez l'être au fond de votre cœur. Je n'ai jamais eu le plaisir de les rencontrer moi-même. J'ai juste entendu parler d'elles. Vous dérivez, fit remarquer Ricteux. Enfin bon, fit Olaf. Ces gens nous ont volé quelque chose. Quelque chose dont nous avons désespérément besoin. On a besoin de vous pour le récupérer, déclara Oleg. Nous ne sommes pas taillés pour le voyage, dit Olaf. Il fait trop chaud pour nous. Nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Pourquoi me le demander à moi? Il n'y a personne d'autre à qui demander, lui répondit Oleg. Sans votre aide, notre peuple mourra. Allez-vous nous aider, s'il vous plaît, ajouta Olaf. Non, répondit Ricteux. Non? Avez-vous vraiment l'audace de nous dire non? Nous ne demandons pas grand-chose. Ne pourriez-vous pas au moins prendre le temps d'y réfléchir? Ricteux soupira. D'accord, dit-il. Je vais y songer. Revenez dans 5 ans, et je vous donnerai ma réponse. Oleg se tourna vers Olaf. Il ne nous prend pas au sérieux, dit-il en aparté. Non, on ne dirait pas, lui répondit Olaf. Ils se tournèrent de nouveau vers Ricteux. Je vais vous le demander encore une fois, fit Oleg. Et cette fois-ci, je dirai s'il vous plaît. Ai-je oublié de dire s'il vous plaît la première fois? Tu as oublié, lui répondit Olaf. Mais je l'ai dit à ta place. S'il vous plaît, implora Oleg. Nous avons besoin de vous. Ça ne vous prendra pas plus d'un jour ou deux. S'il vous plaît, aidez-nous. Ricteux ne répondit rien. Il restait campé à la fenêtre, le fusil à l'épaule. Ils attendirent en silence. Finalement, Oleg dit « Vous commencez à me mettre en colère. Ce qui est parfaitement compréhensible, ajouta Olaf. Qui ne le serait pas à notre place? Je commence à me demander ce qui m'empêche de vous tuer. Continua Oleg. Vous refusez de nous aider. Vous restez cloîtré tout seul, ignorant les gens autour de vous. Ce n'est pas très cordial. À quoi servez-vous? Qu'est-ce qui me retient de vous tuer? Essaie, et tu verras. Il a raison, fit Olaf. Vous pourrez peut-être descendre l'un de nous, mais probablement pas les deux. Nous sommes 2, et vous êtes seuls. En vérité, corrigea Orcaille, il y en a 2 comme lui.
Il y en a deux? Fit Oleg. Qui a dit ça? Moi! Lui répondit Orcaille. Avez-vous un nom? Demanda Olaf. Son nom ne vous regarde pas, rétorqua Ricteux. Je reconnais cette voix, dit Oleg. Est-ce que Orcaille est avec vous? Orcaille! Appela Olaf. Qu'est-ce que vous faites ici? Avez-vous complété la mission? Pourquoi n'êtes-vous pas revenu? C'est nous! Dit Oleg. Oleg et Olaf! Vous vous souvenez de nous, n'est-ce pas? Nous sommes vos amis. Comment pourrait-il nous oublier? Ajouta Olaf. Bien dit, Olaf. Le congratula Oleg. Orcaille, si c'est bien vous, que s'est-il passé? Avez-vous pu pénétrer à l'intérieur? Avez-vous trouvé le cylindre? Vous auriez dû au moins revenir pour nous débriefer, dit Olaf. Avez-vous pris peur? Êtes-vous devenu un renégat? Demanda Oleg. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Fit Olaf. Des semaines après votre départ, ils sont venus. 4 d'entre eux, ou peut-être 5. Des bâtards chauves tout comme vous, mais vêtus de tuniques, calmes à en faire peur. L'un d'entre eux avait une tête qui semblait avoir été chiffonnée. Ses yeux repoussaient encore. Sa mâchoire se remettait à peine. La peau bizarre et laiteuse, comme ça arrive aux gens comme vous. C'était pas beau à voir. J'imagine que c'est vous qui lui avez fait ça. Savez-vous qui il cherchait? Demanda Oleg. C'est une question rhétorique, continua Olaf. Évidemment, ils étaient à votre recherche, mais ils ne vous ont pas trouvé. Ponctua Oleg. Non, en effet, poursuivit Olaf. Mais ça ne les a pas empêchés de mettre tous en dessus-dessous. Tout ça au nom du bien commun et de la fraternité, bien entendu. Quoiqu'il n'ait pas répugné à recourir à un peu de torture ordinaire. Ce que vous auriez l'occasion de constater si vous pouviez voir les brûlures que nous portons sous nos combinaisons, ajouta Oleg. Est-ce qu'on vous en fait le reproche, Orcaille? Oui. Oui, absolument. Et pourtant, continua Olaf, et pourtant on vous pardonne. Vous avez dû trouver le cylindre. Vous avez dû le leur prendre. Pourquoi serait-il venu vous chercher, sinon? Il tendit la main. Vous devriez nous le donner, dit-il. Et revenir avec nous, ajouta Oleg. Comme un bon garçon, commenta encore Olaf. Vous commencez à trop vous emballer, vous deux, fit Ricteux calmement. Je pense que c'est l'heure que vous déguerpissiez. Déguerpir, rétorqua Olaf. Nom de Dieu, on commençait tout juste à s'entendre. Et Orcaille veut venir avec nous? Pas vrai, Orcaille? Demanda Oleg. Je ne crois pas, non, lui répondit Orcaille. Ah, fit Olaf. Donc c'est bien vous. Et alors? Répliqua Orcaille. Ignore-les, lui dit Ricteux. Comment va votre maladie? Lui demanda Oleg. Continuez-vous bien à prendre les mesures nécessaires pour que la maladie ne se propage pas le long de votre colonne vertébrale? Ajouta Olaf. Il n'y a pas de maladie, leur répondit Orcaille. Pas de maladie? S'étonna Oleg. Non, il y a bien une maladie. C'est juste qu'elle ne s'est pas encore manifestée entièrement. Quoi? Vous avez arrêté de prendre les mesures préventives? Vous pensez que juste parce que vous pouvez survivre dehors, vous êtes immunisé contre tout? Pauvre âme égarée, dit Olaf. Je vous plains. Il n'y a pas de... commençait à dire Orcaille, quand le fusil de Ricteux détonna. Orcaille sursauta. Un nuage de poussière s'éleva d'un poteau téléphonique au-dessus de la paire en noir. Ils tressaillirent tous les deux, tâtèrent le devant de leur combinaison à la recherche de trous. Ricteux actionna la pompe, propulsant une cartouche vide qui alla s'échouer au sol. « En ce qui me concerne, il faudra que vous me coupiez la tête pour me tuer, » déclara Ricteux d'une voix tranquille. « Vous, un trou dans votre combinaison suffit. En vous dépêchant de retourner à l'abri, peut-être survivriez-vous, mais vous seriez plus qu'un peu malade pendant très longtemps. Gardez ça à l'esprit. » Pourquoi devrions... commença Olaf, avant que Ricteux ne tire de nouveau, soulevant cette fois-ci un geyser de poussière à côté de leurs pieds. « Le premier coup était trop haut, le deuxième trop bas, dit-il. Vous avez lu Les Trois Petits Cochons quand vous étiez enfant, à l'époque d'avant la fin du monde? Où pensez-vous que le prochain coup va frapper? Il actionna la pompe de son fusil. « Je pense que c'est l'heure que vous partiez, les enfants, dit-il. Ils restèrent plantés là un moment, puis pivotèrent doucement, sortirent du jardin. Sur le trottoir fissuré, ils s'arrêtèrent et échangèrent quelques mots, se tournèrent brièvement vers la maison. Puis, lentement, ils s'en allèrent. Une fois le duo parti, Ricteux rechargea le fusil.
le remit sur la crédence près de la porte. Il s'assit sur un rocking chair, son pistolet dégainé en équilibre sur ses genoux. « Ça ne s'est pas trop mal passé, dit-il. La dernière fois, c'était pire. » Que s'est-il passé? Ils étaient un peu plus nombreux, et nous l'étions un peu moins. J'ai dû en tuer quelques-uns et remettre leur tête à leurs amis. Et ils t'ont laissé tranquille? Il sourit avec ironie. Après un certain nombre de têtes distribuées, ils ont tendance à te laisser tranquille. Au moins pendant quelque temps. Orcaille s'assit sur le sofa. Ils restèrent ainsi un long moment sans rien dire. Puis finalement, Orcaille prit la parole. « Ils vont revenir, tu sais. » »« Bien sûr qu'ils vont revenir. On n'en a encore tué aucun. » »« Devrait-on se préparer à les recevoir ?» Orcaille fit un geste en direction de la pile d'armes. « On est prêts. »« Mais... » »« Ils vont revenir et nous le savons. Ils se préparent à nous tuer. On a des armes. Ils ont des armes. C'est tout ce qu'on peut faire. » Il examina Orcaille de la tête aux pieds. « À moins que tu ne préfères les attaquer plutôt que d'attendre qu'ils nous attaquent. » Il y eut un silence. « C'est ma faute, » lâcha finalement Orcaille. « Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. » »« Je leur ai promis que je ferais quelque chose pour eux. Si je leur donne ce qu'ils veulent, ils nous laisseront en paix. » »« Tu le penses vraiment ?» Orcaille hésita, puis acquiesça. « Dans ce cas, tu as une meilleure opinion d'eux que moi. Ces gens t'ont privé de l'usage de tes jambes. Ils t'ont menti pour te forcer à faire quelque chose pour eux. Penses-tu vraiment que si tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils vont tout à coup changer? Il leur faudra toujours quelque chose de plus. C'est imprudent de ta part de te livrer à eux. Si je n'y vais pas, ils ne cesseront de revenir, encore et encore. » »« Ne te leurre pas. Ils reviendraient de toute façon. » »« Peut-être, mais pas de sitôt. » Riqueteux soupira. Tu te mets le doigt dans l'œil. C'est une très mauvaise idée. Mais c'est ton choix. Il rengaina son pistolet sous son bras. Je vais sans doute venir avec toi. Non, rien de cela ne te concerne. C'est moi qui leur ai donné ma parole. C'est moi qui devrais y aller. Riqueteux hésita, puis hocha la tête. Si tu en es sûr? J'en suis sûr, lui répondit Orcaille, bien qu'en son fort intérieur, il ne le soit pas.